Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 962 de One Piece, chapitre qui traite encore et toujours du flashback d'Oden. Je pense qu'on en a encore pour un petit moment. En tout cas, quand j'ai lu les spoils la première fois, je me suis dit ouais, j'étais pas encore trop sûr de la qualité de ce chapitre et finalement j'ai trouvé vraiment très bon, super léger contrairement à d'autres, pas trop de blabla et puis c'était ouais, quelque chose d'assez fluide, assez super agréable en tout cas, j'ai énormément apprécié. En plus c'est là que l'histoire de la majorité des faux rouges commence à se dessiner, commence à prendre forme, etc. On voit les premiers arrivants, bon, c'est vraiment un chapitre qui pose pas mal les bases, donc c'est vraiment super cool. Donc j'ai vraiment très hâte d'avancer encore plus dans le flashback de ce fameux Oden, suite aux dernières révélations. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier, mais je vous invite quand même à aller la regarder. Mais suite aux révélations qu'on a eues de Naito, l'éditeur, ex-éditeur d'Oda, il est vrai que franchement, quand on sait que des choses sur Roger risquent d'être révélées dans ce flashback, là on a eu une toute petite mention des Rocks à la fin, en plein milieu d'un flashback, ça sous-entend vraiment qu'on va avoir encore des informations à leur propos. Je pense que ça va être vraiment une période de l'arc de Wano qui va être très lourde. Enfin bon, n'en parlons pas plus pour l'instant. Commençons la review du chapitre. Allons-y. Alors ça y est, Oden se décide enfin de se diriger vers Kuri, donc la zone de non-droit. On nous en a parlé déjà dès le début de l'arc de Wano en nous disant que c'était une zone qui était infestée de bandits, de mercenaires, etc. Bref, c'était vraiment la zone... vraiment le bordel absolu. Et il y a seulement Oden qui avait pu donc remettre de l'ordre dans tout ça. Alors ce chapitre était plein de scènes assez drôles, assez légères. Notamment cette scène dès le début avec justement la chambre de Oden quand il séjournait chez Yasui qui était absolument déglinguée de partout. T'avais une table dans le plafond, tu sais pas comment elle est arrivée là-bas. T'avais les murs qui étaient défoncés, tout était retourné de fond en comble, c'était un gros bordel. Mais en fait Yasui il a compris, il a catégorisé ça en tant que catastrophe naturelle parce que oui c'était la chambre d'Oden, c'était son passage à lui. Et partout où il passe, il laisse en gros sa marque. Voilà, on voit l'ampleur du personnage. Ah mais moi je suis désolé, il n'y a pas moyen, c'est horrible. Je vais en parler à chaque review. Mais lui me fait vraiment penser à un dit de fou. C'est vraiment le même, je suis désolé. Là, le coup que ce soit une espèce c'est une catastrophe naturelle comme les tornades, comme les rats de marée dont parlaient les Gorosei, justement en parlant des dits, tout. Enfin bref, je suis désolé, hein, mais... Non, c'est ma théorie. C'est ma théorie. Oden Kozuki est un dit, je vous le dis depuis des années, vous allez voir. Putain, si elle est fausse, ça là, je vais m'en prendre plein la gueule. Je vous ai tellement saoulé avec, je suis vraiment désolé. Et bref, Orochi revient donc dans ce chapitre pour accuser directement Oden d'avoir volé donc l'or apparemment de Yasui. Alors bon... Yasui n'est pas non plus dupe, hein, il sait très bien qu'Oden il aurait fait ça sans le faire dans le feutré, sans le cacher. Et là non, par contre il y a quelque chose un peu de fourbe derrière, donc ça peut être Koroshi. Voilà, là Yasui est vraiment en train de se poser des questions à son propos. Et donc on commence à comprendre que la fourberie de Orochi datait déjà d'il y a un sacré moment. Voilà, c'est pas récent, c'est pas après un déclic qui s'est dit bon c'est bon je vais être méchant, il devait déjà être pas mal con depuis le début. Du coup direction Kuri donc, et c'est cette fois-ci Oden qui prend les pinceaux pour nous raconter son histoire à la place du narrateur, toujours accompagné du coup de Denjiro et Kinemon. Et quand j'y pense, ces deux-là devaient être déjà particulièrement proches puisque ce sont les premiers vassaux de Oden, ce sont ses premiers camarades entre guillemets. Ouais, donc du coup la relation entre Denjiro et Kinemon doit être peut-être un tout petit peu différente de celle des autres. En tout cas, j'ai vraiment encore plus hâte de voir ce fameux Denjiro à l'action, ou même voilà, avoir une interaction avec lui et les autres faux rouges, parce qu'il va nous révéler, je pense, pas mal de choses lui aussi. Et c'est comme ça qu'on les voit tous un petit peu apparaître au fur et à mesure. À notre grande surprise, mais pas trop quand même, puisqu'on l'avait déjà vu, mais Izo de la flotte de Barbe Blanche faisait partie des premiers faux rouges avec son petit frère, le jeune Kikunojo. Alors là moi je repense au chapitre 942 ou 943, je sais plus exactement, lorsque nous avons vu pour la première fois apparaître en fait tous les fourreaux rouges assez jeunes qui avaient volé justement encore une fois de l'or à Yasui, et on a vu apparaître celui qu'on pensait être Izo avec tous les autres fourreaux rouges. Et bien en fait c'était bien lui donc, et ce qui m'intrigue là-dedans c'est que finalement Kikunojo n'était pas présent. Donc est-ce qu'il s'était passé un truc entre temps? Est-ce la raison pour laquelle les fourreaux rouges allaient chercher de l'argent pour Yasui, chez Yasui pour Oden? Est-ce que voilà Kikunojo avait eu un problème à une époque, avait été kidnappé ou quoi que ce soit? Bref, à l'époque ils y étaient deux, donc voilà, Kikunojo et son frère, et là il y avait que son frère. Mais en tout cas la présence d'un membre de la flotte de Barbe Blanche, donc tel Izo dans les fourreaux rouges originaux, originel peut-être, confirme quand même la venue des flottes de Barbe Blanche justement sur Wano. C'est obligé, Izo il va revenir, et là, il va réapparaître, sauf s'il s'est fait déglinguer par Weeble. Je pense vraiment que c'est à ce moment-là que justement il va arriver avec Marco, etc. Ça a un certain sens quand même désormais. Nous découvrons aussi du coup Kenjuro qui était décrit comme étant un yokai coupeur de cheveux. Alors normalement c'est un yokai qui est nommé le Kuro Kamikiri, et c'est un yokai en fait qui coupe les cheveux de tous les passants, de tous ceux qui voient. Alors je me suis dit putain génial, on va enfin peut-être avoir une
un petit détail supplémentaire à la théorie que comme quoi Kenshiro est un traître. Donc je suis vite allé voir ce que représentait réellement ce yokai du coup dans la culture japonaise, et j'étais déçu de voir que finalement c'était juste un yokai très inoffensif et qui était un peu espiègle, mais voilà, qui était pas méchant et qui était pas spécialement fourbe. Et du coup je me suis dit putain, la théorie de Nina là, elle aurait été sur le fait que Kenshiro soit un traître, elle aurait été juste nickel avec un yokai qui aurait eu un peu ces mêmes traits un peu traître, vous savez, un peu justement vraiment fourbe et tout. Je me suis dit ah c'est dommage, ça aurait rajouté un bon élément à la théorie. Ensuite nous avons Reizo qui apparaît, qui était un ancien du clan Kozuki, donc c'est celui qui est le plus lié entre guillemets à Oden à ce moment là, qui s'est fait en fait renier. Alors j'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec la Kunoichi, mais je pense qu'il avait dû rejoindre une femme, il s'est peut-être un peu trompé, et du coup donc on le retrouve là qui était isolé dans les bois, le pauvre il était en train de pleurer comme d'habitude en fait, comme on voit Reizo depuis le tout début de son apparition en train de pleurer, et donc voilà, il était là, et puis du coup Oden il l'a récupéré avec lui encore une fois. C'est vraiment trop cool cette histoire de le voir récupérer tous ces pauvres gens qui sont seuls, qui sont abandonnés, voilà, c'est vraiment un père littéralement quoi. Et finalement on arrive au boss, le fameux Ashura Doji. Alors le mec c'était vraiment le Stromon, hein, il était là, il posait déjà ses balls, il avait coupé la tête d'un serpent, il était en train de se vider le sang de la bête dans une coupe, plus qu'une coupe, même dans une bassine. Alors j'ai déjà vu cette pratique quelque part, je sais pas si c'est un rituel ou quoi, mais le fait de couper la tête d'un serpent et donc de vider son sang frais, je sais pas si ça s'assimile à le fait qu'il va boire ce breuvage pour justement avoir une sorte de puissance décuplée, du moins dans la légende, ou enfin en fait je sais plus réellement à quoi ça correspond ce mythe, cette pratique. Donc si jamais vous avez connaissance de ce que correspond, voilà, vider le sang d'un serpent pour le boire après ou même pour se le badigeonner, qu'importe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je connais ça, je l'ai déjà vu pendant des recherches, mais il n'y a pas moyen de me rappeler où et comment. J'ai essayé de faire encore quelques recherches annexes, mais non, j'ai vraiment pas trouvé. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez l'origine de cette pratique dégueulasse. Du coup, la guerre contre Ashura Doji a commencé et Oden a affronté donc ce monstre et tous les bandits de la région seul. Voilà, il a eu besoin de personne. Même en sous-effectif, le mec a réussi à les vaincre tous, notamment le boss, hein, Ashura Doji, qui était considéré comme un démon littéralement. Alors les dommages sont nombreux, même sur Oden, hein, on voit qu'il a quand même pris assez cher, mais voilà, il est là, il s'impose. Ce mec, on sent vraiment qu'il dégage un putain de haki des rois, et je comprends pourquoi il a, je comprends pourquoi c'est confirmé qu'il a le haki des rois Oden. Quand tu le vois apparaître comme ça, je veux être le souverain de tous ces bandits et tout, il est là, putain, il l'impose quoi, c'est le patron, c'est vraiment le patron de ouf. Alors la réaction du pays du coup ne se fait pas attendre et on voit son père qui finalement, je le redis, mais son père était pas tant un connard que ça dans le flashback. La façon dont Kinemon nous en avait parlé au début, on aurait pu croire que c'était un peu un bouffon, mais son père était pas si con que ça, et du coup en réalité ben, en le voyant réagir à justement ce qu'a fait Oden, il a nommé Daimyo, il a annulé son reniement et tout, ben finalement il a bien réagi. Moi je trouve que ben, en tant qu'homme politique entre guillemets de Wano Kuni, ben, vu son fils qui était une véritable tornade, il avait raison entre guillemets de le renier, c'était un peu sa façon de prendre des décisions pour le bien de la communauté entre guillemets, et là voilà, le fait qu'il ait repris et justement qu'il lui a assigné une place sur Curry, qu'il le reconnaît entre guillemets, ben je trouve ça quand même vachement bien de sa part. On y voit Gyokimaru donc en forme renard, et donc son éventuel, donc l'éventuel père de Zoro théorique. Et bref voilà, on a la réaction un peu de tous les gens, et on voit vraiment qu'Oden commence à devenir un véritable héros de Wano Kuni, et c'est à ce moment là qu'il commence réellement à vouloir former donc les fourreaux rouges suite à son poste de daimyo. 6 années donc passeront, c'était il y a 33 ans, et l'histoire des Rocks refait un petit peu surface. On y apprend du coup que les principaux membres des Rocks, donc l'équipage qui a été disloqué, finalement continuaient de récupérer une certaine renommée dans le monde, et donc on peut y voir 5 personnages. On y voit donc le trio habituel, Big Mom, Kaido et Barbe Blanche, donc jusque là pas étonnant. On peut y apercevoir Shiki à gauche aussi, donc c'était un des personnages nommés en tant que membre de l'équipage des Rocks, c'est assez important, donc ok. Et sur la droite on y voit un autre personnage, on y voit deux dos, on sait pas réellement qui c'est, et on sait pas réellement qui c'est. Et là normalement je me dis, bon ok, qui est Shiki, qui est Barbe Blanche, Kaido et Big Mom, à la rigueur je veux bien, parce que c'est assez normal en fait, c'est ceux dont on connaît le plus l'histoire dans l'œuvre. Mais le cinquième par contre c'est qui, celui à droite? Et je me suis dit c'est peut-être Captain John, vu que c'est celui qu'on connaît le mieux après les autres. Mais du coup reste à savoir s'il n'y a pas encore un petit personnage entre guillemets caché, autre que ceux qui nous ont été révélés dans le chapitre 957. Donc voilà, il y a encore un personnage des Rocks qui ont été voilà, mentionnés comme ça. Et moi je me suis dit, donc comme je le disais en début de vidéo, là on est en
plein dans le flashback des Rocks, on est en plein dans le flashback pardon d'Oden, pour que les Rocks refont surface comme ça en plein milieu, genre que Oda nous balance une info comme ça, alors que en gros ça nous apportait rien, on savait très bien que les Rocks allaient continuer de vivre entre guillemets à travers ces membres qui se sont dispatchés, et enfin voilà, du coup c'était pas réellement étonnant, mais si Oda nous balance ça comme ça, c'est-à-dire que les Rocks vont avoir donc un lien vraiment assez majeur je pense avec Wano. Et bon, de toute façon, on sait très bien que Barbe Blanche va arriver sur Wano, donc ce lien avec les Rocks peut se faire. Mais il y a aussi Kaido qu'il faut pas oublier, parce que Kaido il est quand même sur Wano, il veut pas décamper de cette position, et s'il est là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il doit connaître quelque chose, il doit savoir quelque chose. Peut-être Armantique présente sur l'île, je ne sais pas, mais en tout cas, là, on sait que les Rocks seront encore un sujet principal du flashback d'Oden en fait, et j'ai vraiment très hâte. Et le chapitre se clôt par l'apparition d'un petit Kawamatsu, on sait pas encore s'il fait partie des Fours Rouges ou pas, sans doute, qui donc, en marchant sur l'île, sur la plage, pardon, de Kuri, voit deux créatures échouer sur de la mer, sur la plage, donc encore une fois, et ce sont les mignons petits Inuarashi et Nekomamushi, et ils étaient tout mignons, tout en détresse, et là je me suis rappelé à quel point en fait, bah oui, ces personnages se détestent normalement, Inuarashi et Nekomamushi, et que ça a un lien justement avec Oden et sa mort, et je me suis rappelé que c'est à ce moment-là qu'on va avoir du coup la réelle raison d'une telle dispute entre ces deux personnages qui avaient pourtant l'air de s'aimer autant avant. Et là, c'est incroyable le nombre de choses qu'on va voir dans ce flashback. C'est incroyable, j'arrête pas de le dire, je suis trop hypé par cette version de Wano en fait, par les futurs événements. Et quand on sait tout ce qui va se passer, quand on sait que Wano sera l'arc le plus important de One Piece, que ce soit pour l'histoire ou par les faits, les gars, franchement, c'est vraiment, je le redis, c'est vraiment le moment de commencer One Piece. On vit une époque assez ouf. Et après, ça sera vraiment trop tard, je pense. Faut qu'on vive tous ensemble. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite quand même review vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus concis possible, etc. J'ai pas fait de reaction live parce que apparemment on m'avait dit que le chapitre était pas fou au point de voir mes réactions à chaque page. Donc voilà, comme je l'ai dit, je réserve les reaction live finalement quand j'en ai réellement, quand le chapitre le mérite entre guillemets, et voilà, je préfère faire aussi un petit peu des reviews comme ça de temps en temps. Je sais que vous êtes nombreux à les apprécier et ça me fait vachement très plaisir. Je vais essayer de satisfaire un peu tout le monde. Donc on se retrouve les amis mardi normalement pour une vidéo, mardi ou mercredi, et puis en attendant je vous souhaite donc de passer un très bon week-end, portez-vous bien, et puis à bientôt. Peace les bros.